du quartier. Et ça, c'est décidé de dénoncer. Monsieur le juge, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Sois chez moi. J'ai préparé un dîner romantique pour nous deux. Tu viens? Si vous savez que tu veux mettre le feu dans la maison? Allez, viens tout ça. Hier soir, je suis revenue pour fêter l'anniversaire de notre mariage et j'ai trouvé ceci avec vous. Tu sais ce qu'il a posé comme ultimatum? Que je choisisse entre mon travail et mon mariage. Pourquoi passe mon temps à m'humilier parce que je n'ai rien? Si j'avais un homme riche, je pourrais m'offrir tout le luxe qu'elle peut, même plus. Arrête de croire que tout le temps autour de toi. Et avec ça! Votre nouvelle série au féminin, c'est tous les lundis, mercredi, vendredi à 20h30 sur la télévision du monde LTM. Je ne suis pas ici pour m'amuser. Votre base est pleine d'objets volés et d'armes. Vol et recel, trafic d'armes. Vous en aurez au moins pour 10 ans. Mais par contre, si tu me donnes le nom de ton chef, j'inscrirai dans ton dossier que tu as collaboré avec la police. Et Crime passionnel à Banjoun, dans la région de l'ouest du Cameroun. Un homme tue son épouse à la suite d'une violente bastonnade. L'époux accusait sa défunte épouse d'infidélité. Retrousse les circonstances dramatiques de ce décès dans cette édition de l'information. Il était âgé à peine de 27 ans. Lui, c'est Bouriou. Il est mototaximan et exerce dans la capitale, dans la région du littoral, précisément dans la ville de Konsamba. Il est passé de vie à trépas dans des circonstances non encore élucidées. Une enquête a été ouverte par les éléments de la police nationale pour en savoir davantage autour de ce décès dans la ville de Konsamba. Et puis, toujours dans le chapitre de l'actualité à l'international, Idriss Déby, le maréchal du Tchad, président réélu du Tchad, Forever, il a reçu les hommages de la nation ce vendredi à la place de la nation dans la capitale N'Djamena, en présence du nouvel homme fort du Tchad, le général de corps d'armée Mahamat Idriss Déby, son fils, mais également d'un parterre impressionnant de personnalités, dont de nombreux présidents africains, des représentants et surtout le président de la France et de la République démocratique du Congo. Les précisions dans la suite de cette édition de l'information. Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue à cette édition de l'information sur la télévision du monde. Nous vous l'annoncions à l'entame de cette édition de l'information. Crime passionnel à Banjoun. C'est dans la région de l'ouest du Cameroun. Un homme tue son épouse à la suite d'une violente bastonnade. L'époux accusait son épouse d'infidélité au dire de certaines sources proches de ce dossier. Patrick Goignon et Rostandifo pour les précisions. Marié légalement le 5 décembre 2020, Alain Fotso, 30 ans, et Ariane Kene Fotso, 28 ans, juraient au cours d'une grande cérémonie nuptiale de s'accepter, de se tolérer et de s'aimer le restant de leur vie. L'amour entre les deux tourtereaux va s'effriter à peine le mariage célébré. La joie de l'union a cédé le pas aux violences conjugales, brimades et bastonnades de tout genre. Ariane, la jeune mariée, ne passait pas une journée sans être battu par son bourreau de mari. Informé, le père de l'épouse fait venir son gendre à son domicile pour lui prodiguer quelques conseils. J'ai pu appeler Alain. J'ai causé avec Alain. J'ai dit, Alain, tu es un jeune. Les jeunes dans le mariage doivent s'écouter, s'entendre. Tu es là. Tu dois apprendre à se passer. Tout le monde, parce que tu es plus fort que ta femme. Elle peut parler certaines choses que tu ne peux pas, mais sois fort. Si je te dis ce qui se passe ici dans mon foyer, tu ne peux pas comprendre. Moi, je me mets au-dessus pour être toujours le vainqueur. C'est un conseil que je peux te donner. Je ne voudrais plus entendre que tu l'as parce que au point que je suis la maison pour aller chez ma belle-mère. Je lui porte des conseils. Je te conseille, mon fils.
Et il faut que je te donne les directives d'un foyer. Comment vous allez survivre? Les problèmes vont arriver. Mais si tu n'es pas fort, tu vas dégamer. Et ça serait quelque chose de pire pour toi. Après plusieurs mois de bastonnade, le pire est arrivé ce dimanche où Ariane Kene a succombé à ses blessures après une énième fessée conjugale. Elle me dit non, tu sais pas ce que je dis. C'est là où elle commence à me raconter les menaces que son mari dit à la maison. Elle me dit ceci, tu as accroché la personne, même si pas tu maintenant qui va parler, à part ta pauvre grand-mère qui va parler, ne va personne, je n'ai pas de personne. Lundi, j'étais là à la maison, la nuit pour marcher, j'étais seule. À 9h, je comprends le bout du téléphone. Qui va me visiter à l'heure si un jour je marche, je veux sortir, je me dis qu'est-ce que je rentre sur le fond. Elle est passe passer un peu, me dit non. Et voilà, Aaron là-bas, son mari, le tapis, elle me voit, puis elle dit que mais elle me lâche, je me lève, je ferme la porte, un peu en bonne j'arrive, je descends. J'étais seule à la maison sur le dos. J'entre, j'appelle Ariane. Il me dit, je vais aller chambre. Je constate qu'il a fermé la chambre avec le cabinet. Je dis, Ariane, ma soeur dit, non. Il dit, mais tu es où? Il me dit que nous, c'est dans la chambre des enfants. J'entre dans la chambre des enfants. Je dois avoir une besoin de pas possible dans la chambre. Je touche ma soeur, je dis, Ariane. Et c'est comme ça, je vois le visage. C'est à l'hôpital Adultchem de Banjoun que Ariane succombe d'un traumatisme crânien sévère. Personne ne peut dire le reproche que Alain faisait à son épouse, mais certaines indiscrétions laissent savoir que ce dernier soupçonnait sa femme d'entretenir des relations extra-conjugales. J'ai eu à joindre le gars. Je l'ai appelé, j'ai dit Alain, tu sais que je t'ai toujours aimé, je continue à t'aimer. Mais il y a une chose que je viens d'apprendre. Il y a telle chose. Ça ne passe pas avec nous. Ce que je te demande à l'immédiat, va dans ton cercle auquel vous siégez pour faire ce genre de choses. Dis à tes personnes qui lâchent l'esprit de ma fille et que ça retourne dans son corps. M'as-tu compris? Oui. Je dis, allez, comme je te parle là, va, rejoins-le à l'immédiat, là où vous siégez. Dis-leur de libérer l'esprit de ma fille, là où ils ont embrigadé, que ça retrouve son corps. Va. Et je voudrais que dans quelques minutes, tu m'appelles pour nous rassurer que ce que je t'ai demandé, tu as réalisé. Je lui ai dit comme ça, et on s'est séparés. Et nous sommes présentés à la police. Le commissaire me dit, il est enseigné. Et je dis, je viens de l'apprendre ça chez lui. Mais aucun de nous ne sait là où il se trouve. Il dit, il est enseigné. Parce que si en réalité on le sait, la population devrait fuir là. Après 10 ans de vie commune, dont 9 en union libre, Ariane Kene laisse 4 enfants éplorés. Quant à Alain Fotso, agriculteur très réputé à Banjoun, il a été interpellé et gardé à vue au commissariat de sécurité publique de Banjoun, où il médite sur son sort. Une triste fin pour une jeune mariée, à peine 1 an de mariage et 9 ans de vie en concubinage. Elle est donc passée de vie à trépas à la suite de cette sévère bastonnade à lui assénée par son époux qui est aujourd'hui interpellé et mis dans les geôles du commissariat de sécurité publique de Banjoun pour reprendre des faits qui lui sont reprochés. En Konsamba, c'est une découverte macabre qui suscite de nombreuses interrogations au quartier 8. Un jeune homme à peine 25 ans était conducteur de moto-taxi. Il est passé également de vie à trépas dans des circonstances véritablement troubles. Retour sur cette découverte macabre dans ce reportage. C'est une découverte macabre qui fait grand bruit dans une concession d'habitation au quartier 8 en Konsamba. La victime, le jeune Mbiroui Louvga, mototaximan de profession exerçant en Konsamba, âgé de 27 ans, a été retrouvé sans vie, baignant dans une mare de sang, probablement vomi quelque temps plus tôt, dans la chambre d'habitation qu'il occupait et qu'il venait pourtant à peine d'intégrer. C'est son frère qui l'a amené en disant qu'il veut que son petit frère habite là. Comme lui il est en train de voyager, on ne pouvait pas le laisser à la maison seul. Il est alors venu le laisser là-bas. Ça fait 4 jours comme il est là.
Et subitement, il meurt dans vos mains comme ça là. Il est sorti, il criait au secours, en vomissant le sang, au secours, au secours. Il vomit, après il dit oh c'est fini pour moi. Il vomit, c'est là alors qu'il tombe, il s'écoule. Cette découverte macabre suspecte a surtout contraint le voisinage à saisir les autorités judiciaires, le commissariat de sécurité publique du 3e arrondissement de Nkonsamba et le médecin légiste qui se contentent des déclarations du voisinage qui précisent que la victime souffrait d'une maladie infectieuse d'origine bactérienne et venait de séjourner dans une formation sanitaire de Nkonsamba avant son décès à domicile et la macabre découverte. Il est comme un fils pour moi. Bon, comme son frère est tombé malade, son père, celui qui est mort là, il restait à l'aviation. Comme il m'a dit. Bon, maintenant, lui, il est malade, lui, il veut voyager. De lui mettre là-bas chez lui, il dit qu'il n'y a personne qui va aller, il ne connaît pas le jour qu'il peut rentrer. Et que son frère est malade, étant à l'hôpital. Il veut qu'il est venu ici, il a trouvé la maison ici. Il dit, bon, maman, comme il n'y a personne, je peux chercher ça à mon frère. Il dit, bon, on va voir la grand-mère. C'est la grand-mère qui donne. Et il est parti voir la grand-mère. La grand-mère aussi n'a pas discuté. Le prix que la grand-mère prend même, il n'a pas pris ça comme ça. Elle a dit que l'enfant c'est pour tout le monde. Il le mettait là-bas dedans. Ça fait 3 jours qu'on est ici là. Moi mais je lui regarde, l'enfant c'est pour tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. Je quitte le matin, j'ai fait son petit soin, son petit déjeuner. Je lui donne. Je lui demande, tu veux quoi? Je veux ça maman, je achète, je donne. Je veux ça. Je prie mon Dieu que Dieu fait que tout ce qu'il demande, pourquoi ça ne me dépasse pas. Et alors que le jeune Mbiroui Youfga, mototaximan de Nkonsamba d'obédience musulmane, a été mis en terre au cimetière municipal de Nkonsamba, une enquête a été ouverte par les fins limiers de la police pour faire toute la lumière autour de cette macabre découverte. Nous restons dans le département du Mongo pour parler toujours des faits de société. Un blessé grave et un mort sur le carreau. Tel est le bilan de l'accident de la circulation survenu sur la nationale numéro 5 au lieu dit Maningolais ce vendredi matin. À l'origine de cet autre accident, l'excès de vitesse, mais aussi l'imprudence des automobilistes. Reportage. Encore un accident de la circulation sur la nationale numéro 5. Ce camion semi-remorque transportant de la marchandise, à savoir du ciment, parti de Douala pour Bafoussam, est entré en collision frontale aux premières heures de ce vendredi, non loin du village Maningolais, avec un autre véhicule ayant actionné les pleins phares et les feux lumineux. Selon les riverains, l'excès de vitesse serait la principale cause de cet accident de la circulation au cours duquel le camion semi-remorque, après plusieurs tonneaux, s'est retrouvé renversé, les roues en l'air. Bilan sur le carreau, un mort, le motorboy du camion renversé. L'accident s'est produit à 4h09 minutes. Et sorti, j'ai constaté que certainement, il devait avoir un problème de sommeil parce que c'est le dérapage. Dominique, hein? Je ne savais pas que je crois que le poteau électrique était tombé. Oui. Et je dis que mais s'il y a le poteau était tombé, peut-être la lumière devait se couper. Mais heureusement, il n'y avait rien. C'est maintenant que je sors que je vois que c'est l'accident. Comme il est monté, bon, il y a un camion aussi qui descendait. Bon. Et le camion a pris son côté. Le camion a pris son côté. Bon, lui maintenant, il a fait le jeu de phare. Il n'a pas compris. Donc maintenant, il voulait faire le face en face. C'est pourquoi lui, il s'est rabattu de ce côté-ci. Et il s'est retrouvé là où il s'est retrouvé là. Il a fallu l'intervention des volontaires, principalement les populations riveraines, pour extirper de l'épave du camion la victime. On a donc que c'était émotionnel, que c'était vraiment le face en face qu'il voulait faire et qu'il a évité. Là, c'est les déclarations du chauffeur. Ok. Il y a eu combien de morts? Un mort, le motoboy. Le voilà. Ok. Et le chauffeur? Le chauffeur, voilà, on l'a transporté à l'hôpital.
Précisons que la nationale numéro 5 reste l'une des routes les plus accidentogènes du triangle national à raison du mauvais état de la route, des automobilistes eux-mêmes, mais aussi du manque de panneaux de signalisation qui occasionnent des accidents et autres hécatombes sur cette route très sollicitée de jour comme de nuit, en semaine comme les week-ends. À Yaoundé, dans la capitale politique et principalement à Yaoundé 7e, il est question de la lutte contre le trafic illicite des médicaments, la prolifération des stupéfiants. Et à l'occasion, un important stock de médicaments d'origine douteuse a été saisi par la brigade de gendarmerie de Col-Bisson. Ces étaient mis aux arrêts. La dite opération a été menée tambour battant avec l'appui de l'autorité administrative de Sian, Jean-Oscar Libok et Mohamed Essoumbadou. C'est une nation musclée dans l'arrondissement du Yaoundé 7e qui a entrepris de lutter contre la consommation de la drogue et du trafic illicite des médicaments contrefaits. La brigade de gendarmerie de Col-Bisson vient de mettre la main sur un important stock de médicaments d'origine douteuse. Dans le cadre de la lutte contre la vente et le trafic illicite des médicaments et produits pharmaceutiques, nous avons entrepris des patrouilles. Nous avons intensifié nos patrouilles dans ce sens pour lutter contre cette drogue, ces opiacés qui vraiment endeuillent les familles tous les jours. Le sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 7e, Elie Mwande Sangé, compte pour ainsi dire de tordre le cou à ce fléau qui a eu domicile dans l'arrondissement de Yaoundé 7e. Nous avons eu à tenir plusieurs réunions stratégiques avec la hiérarchie, notamment avec monsieur le gouverneur de la région du centre, de même qu'avec monsieur le préfet du département de Fundi. À l'issue de ces différentes réunions, plusieurs recommandations nous ont été formulées. À l'occurrence, la lutte contre le trafic illicite des médicaments, la contrebande, la contrefaçon, la lutte contre la consommation des drogues et autres stupéfiants qui écument de plus en plus les établissements scolaires et qui met en déroute nos enfants. Nous avons eu à répercuter toutes ces recommandations à nos collaborateurs de forces de maintien de l'ordre. Et aujourd'hui, je crois que les opérations qui ont été menées dans le cadre des différentes patrouilles, non seulement des différentes patrouilles, des opérations coup de poing également, et même des fouilles perquisitions, ont permis à ce bilan, ont permis à ce que nous enregistrons aujourd'hui le bilan que le commandant de brigade et ses éléments ont bien voulu mettre à notre disposition ce jour. Cette lutte vise surtout à interpeller la population à plus de vigilance et collaboration avec les autorités de l'arrondissement de Yaoundé 7e, car la consommation de ces médicaments est cause de plusieurs maux dans la société. Il s'agit pour nous aujourd'hui de saisir cette opportunité pour sensibiliser davantage nos populations. Parce que l'affaire de consommation de drogue et autres est une affaire de tous. Si nous voulons construire notre pays, si nous voulons être sûrs d'un développement pérenne et durable, il est question ici que tous ceux-là qui continuent à exceller dans la vente ou bien dans le trafic illicite, qu'on essaie d'assainir ce secteur afin d'assurer une meilleure éducation, un meilleur encadrement à nos jeunes concitoyens. Je voudrais aussi profiter de cette occasion pour sensibiliser les populations dans ce sens, pour leur faire comprendre que le bon médicament se trouve en pharmacie et non dans la rue. Depuis l'arrivée de son tout nouveau commandant de brigade, la brigade de gendarmerie de Col-Bisson connaît depuis près d'un mois un souffle nouveau dans la lutte contre la criminalité et le trafic illicite. Nous restons dans la capitale politique du Cameroun, Yaoundé, pour cet hommage rendu au plus jeune député de la nation. Il est décédé il y a quelques jours de cela, précisément le 24 mars 2021, à de suite de maladie à l'hôpital général de Yaoundé. Le jeune député a donc reçu les hommages de ses pairs parlementaires, des membres du gouvernement, des parents, amis et connaissances. Retour ce moment fort de tristesse, d'émotion et de larmes dans ce reportage.
Nombreux à tenter de se réchauffer le cœur. La cérémonie d'hommage du député Prince Ange Gilbert Nicodi, en présence de nombreuses personnalités politiques, des membres du gouvernement et de ses collègues députés, tous venus témoigner de leur estime à l'un des plus jeunes députés de la 10e législature. Certains ne peuvent retenir leurs larmes. Si jeune, c'est dur. Souffle une voix. De l'horizon funèbre présenté, il ressort que le jeune député avait conquis l'estime de tous. La politique pour lui n'était pas un spectacle, mais un engagement profond. Il fut un député exemplaire d'une profonde gentillesse. Respectueux, calme, comme une étoile filante. Une unanimité jusque dans les rangs politiques, membre actif du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, où il a milité depuis son plus jeune âge. À son décès, il était également membre de la Commission des affaires économiques, de la programmation et de l'aménagement du territoire à la Chambre basse. Il est parti et rien ne présageait une disparition aussi brutale. Le recueillement devant la dépouille mortelle par les députés et les membres du gouvernement au bord du vide, cherchant partout le visage perdu, un avenir perdu. Devant une maman, une famille endeuillée, difficile de décrire le ressenti, isolé, submergé par des émotions et surtout, bien seul avec cette douleur atroce. Ange Prince Gilbert Nicodi est né le 8 août 1989 à Molondo, région de l'Est. L'élu de la Bumba Ngoko est décédé le 24 mars 2021 des suites des maladies à l'hôpital général de Yaoundé. Il avait tout juste 32 ans. Que la terre de nos ancêtres lui soit légère. Nous parlons de la journée mondiale du livre et c'est ce 23 avril 2021 et de chaque année, cette journée est commémorée. Elle n'est pas véritablement vécue au Cameroun. Elle se vit sans tambour ni trompette et elle est partie du décès de trois grands hommes du théâtre au XVIIe siècle. Charles Fils Elanguet nous a fait une évocation. À l'origine, le 23 avril est une célébration purement ibérique. Lancée à Barcelone en 1930, la fête du livre commémorait de prime abord Miguel de Cervantes. Cet hommage au dramaturge et père du noble chevalier Don Quichotte s'est popularisé dans le reste de la péninsule. La conférence générale de l'UNESCO qui s'est tenue à Paris en 1995 a décidé d'attribuer la journée entière à trois écrivains du XVIIe siècle. William Shakespeare, Inca Garcilaso de la Vega et Miguel de Cervantes, tous trois morts le même jour en 1616. Depuis le 23 avril est devenue une date symbolique pour la littérature universelle. Les archives de l'organisation onusienne pour la culture témoignent l'ambition d'origine, sensibiliser davantage encore l'opinion au trésor du patrimoine culturel mondial et encourager la compréhension, la tolérance et le dialogue. Aujourd'hui, la journée mondiale du livre est célébrée dans plus de 100 pays. Le marché international des livres, lui aussi florissant, surtout en Chine et aux États-Unis, deux pays publient le plus d'ouvrages au monde avec 400 000 ouvrages annuels. La filière économique du livre est considérée comme une industrie culturelle majeure en France où chaque année près de 107 000 titres sont publiés. La journée universelle du livre coïncide avec celle de la librairie indépendante qui sera célébrée dans l'Hexagone, le Luxembourg et la Belgique le lendemain, samedi, le 24 avril, par plus de 400 libraires. Monseigneur, livre, demandez plus d'années à ses contenus sans perdre de son.
Nous évoquions là l'histoire de la journée mondiale du livre et pour ce qui est du cas du Cameroun, si vous voulez cacher une chose à un Camerounais, mettez-la dans un livre. Cette caricature illustre malheureusement le rapport entre le Camerounais et le livre, un constat qui met pourtant en mal l'industrie du livre dont la célébration se tient le 23 avril de chaque année. Une fois de plus, Charles Fils et Langé. Que ça se termine après le pension. La littérature camerounaise est en plein essor. Des jeunes pétris de talents et passionnés mettent tous les jours des œuvres littéraires sur le marché. Mais avec grand regret, nous assistons à la mort subite et précoce de ces auteurs. Rares sont ceux qui publient plus d'un ouvrage. Dès lors, certains ont tôt fait de voir dans cette situation un manque d'inspiration ou de talent de nos jeunes auteurs, mais que non, la faute semble bien celle des lecteurs. Ce James, ce jeune auteur passionné d'écriture, qui a pourtant une formation de comptable, l'aura compris depuis la publication de son œuvre commise en 2018. En tant qu'auteur, écrivain, c'est pas facile le lectorat est très faible dans notre environnement. C'est une première difficulté que l'on rencontre. Et j'exhorte justement les gens à s'intéresser à la lecture parce que qui dit lecture dit culture, dit éducation. Et lorsque quelqu'un veut aller loin, il faudrait qu'il ménage sa monture. C'est ce qu'on dit très souvent. Et pour cela, pour être un leader, il faut commencer à lire. Donc, il y a déjà cet aspect-là qui est un peu problématique. Les gens ne s'intéressent pas à la lecture. Et aussi, les écrivains ne vivent pas forcément de leur métier. Oui, parce que moi-même qui vous parle, je suis un comptable, je vis de mon métier de comptable et je me suis lancé dans l'écriture comme ça pour dénoncer un fléau que j'ai estimé qu'il fallait justement en parler. J'ai jeté le pavé dans la main, j'ai écrit un ouvrage dans ce sens, la management par le Congo ça. Et je ne peux pas dire que je vis de mon écriture pour le moment, mais c'est un complément justement. En fait, en écrivant, ce n'était pas pour chercher de l'argent, il faut le préciser, c'était pour contribuer au changement de mentalité. Mais lorsque un écrivain veut faire de cela un métier, je pense que ce n'est pas facile dans notre environnement. Le plaisir de lire dans les pays africains et au Cameroun en particulier, à divers degrés, bien entendu, est si rare. Les Camerounais, les Ivoiriens, les Maliens, les Sénégalais et bien d'autres encore connaissent ce fléau. Il est d'ailleurs dit que les Africains ne lisent pas, que si vous voulez leur cacher quelque chose, mettez-le dans un livre. Les jeunes Camerounais à se mettre en fait à lire. Je pense que la lecture est quelque chose, c'est un voyage extraordinaire, sans prix. La lecture est une façon aussi d'être libre. Et je pense que les jeunes Camerounais devraient se mettre réellement à la lecture. Moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai un livre que je suis en train de lire qui était quelque chose qui a été offert. Et je pense qu'il n'y a rien qu'un le meilleur cadeau qu'on pourrait faire à un ami, à un fils, c'est de m'offrir un livre. Et comme je disais tantôt, c'est un voyage inimaginable et sans prix. Le constat indique la nécessité d'un accompagnement du lecteur non seulement par la critique, mais également par l'auteur en publiant le fruit de son imagination. Il devient un personnage public qui devrait œuvrer à la reconnaissance et à la professionnalisation de sa passion dans son envie. Une fois de plus, une journée qui interpelle les jeunes Camerounais à l'activité de la lecture. Parce que pour moi, dans mon sens de comprendre le livre est le socle, c'est le véritable sous-bassement sur lequel doit partir tout jeune entrepreneur, chercheur, commerçant, pour pouvoir fédérer une certaine façon de faire, une certaine façon de vivre. La société jeune au Cameroun a ses difficultés à se plier réellement à la lecture. Et je pense qu'il est temps de pouvoir se concentrer sur ce sujet et profiter des éditions et des auteurs qui paraissent sur le coup dans notre époque actuelle. Selon World Culture Score Index, établi sur la base de sondages, les Indiens sont les plus gros lecteurs de la planète. En y consacrant plus de 10 heures par semaine, s'en suivent de près les Thaïlandais, les Chinois et les Philippiens et les Égyptiens. Aux États-Unis, en Grande-Bretagne ou en Espagne, on s'offre seulement 5 heures de lecture par semaine. La France est mieux lotie avec près de 7 heures de lecture hebdomadaire. La violence à l'aune de catastrophes naturelles ou écologiques, parler de beauté pour
Nous parlons de sport et de la 9e journée du championnat national Elite One. Les rencontres se jouent ce week-end, des rencontres avec des chocs exceptionnels. Toutefois, une journée au cours de laquelle le faux pas est interdit puisque marquant la fin de la phase aller. John Pitonka. Terminer la première partie en beauté, c'est l'objectif des différents clubs de l'Elite One camerounaise qui franchissent la 9e borne du championnat ce dimanche et lundi prochain. Dans la sous-poule A, Bambotos FC de Mbouda offre son hospitalité à Dragon de Yaoundé au stade de Bamenzi. Au stade de la réunification de Béponda, l'Union sportive de Douala, qui sort de 2 revers consécutifs, aura fort à faire face au leader du groupe AS Fortuna de Yaoundé. Diko FC de Banjoun accueille le bon dernier FC Yaoundé 2 au stade de Fotso Victor de Banjoun. Avion Dunkam croise le fer avec Fovu de Baham. Examen lors de cette 9e journée dans la poule, la formation de Stade Renard de Melon. Dans la sous-poule B, APGS Donfou joue Tonnerre de Yaoundé, New Start de Douala. On l'espère avec ses tests Covid, affronte Canon de Yaoundé. Les Astres Football Club de Douala seront aux prises à la Panthère d'Undi. PWD de Bamenda dans son encre accueille Edin Sport de l'Aleki. Et lundi, l'Union des mouvements sportifs de Loum offre son hospitalité à Yon Sport Academy de Bamenda. La rencontre Colombe du Sud, Coton Sport de Garoua est renvoyée à une date ultérieure. Au classement, AS Fortuna est leader dans la poule A avec 15 points, suivi de Stade Renard, 2e avec 14 points, et Fovu de Baham, 3e avec 12 points. Dans la zone rouge, l'Union de Douala et Yaoundé Foot respectivement 10e et 11e ont 6 et 2 points. Dans le groupe B, le Canon et la Panthère avec 13 points sont co-leaders, suivi d'APGS de Foot 12 points. Le bas du classement est refermé par la Colombe 5 points et New Star de Douala 4 points. Toujours en sport football, mais cette fois-ci sur la scène internationale. La Super Ligue européenne, ce ne sera pas pour cette année. Le projet qui visait à booster l'économie des grands clubs européens a subi les affres de la critique et même des plus hautes instances, notamment l'UEFA et la FIFA, la Fédération internationale de football association, ce qui a finalement poussé les clubs initialement au départ à se rétracter une fois de plus. John Pitonka. Le match à la vitesse de la lumière, c'est ce à quoi se résume la vie de la Super League européenne. Dimanche soir, l'information tombe telle une bombe au sein du Landerneau sportif. Un communiqué est diffusé dans plusieurs langues pour acter le projet. 12 des clubs européens les plus importants annoncent avoir conclu un accord pour la création d'une nouvelle compétition dénommée The Super League, gouvernée par ses fondateurs. Il s'agit du Milan AC, d'Arsenal, de l'Atlético Madrid, de Chelsea, du FC Barcelone, de l'Inter Milan, de Liverpool, de la Juventus Turin, de Manchester United, de Manchester City, de Tottenham et du Real Madrid. La formule est dévoilée. 15 clubs et non 12 constitueront le tournoi comme organisateurs, plus un contrat additionnel qualifié chaque année à travers un système basé sur leur performance de la saison précédente pour un total de 20 clubs. On apprend aussi que les matchs se disputeront en semaine et que les clubs continueront de jouer dans leur ligue nationale, ce qui contrecarre à coup sûr les plans de la Ligue des Champions. La saison démarrera en août avec la participation des clubs repartis en 2 groupes de 10 qui joueront leur match aller et retour. Les 3 premiers de chaque groupe se qualifieront automatiquement pour les quarts de finale. Les 4e et 5e de chaque groupe jouent un barrage pour les 2 derniers tickets de quarts de finale. Des playoffs aller et retour seront organisés jusqu'à la finale qui se jouera en match simple, fait mais sur terrain neutre. Florentino Pérez, l'homme fort du Real Madrid, est nommé président de cette Super League. Le patron merengue s'est d'ailleurs fendu d'une déclaration
raison pour défendre le projet qui a été mis en place. Pour lui, il est question d'aider le football à tous les niveaux pour l'amener à occuper la place qu'il mérite. Les clubs fondateurs espèrent engager des conversations avec l'UEFA et la FIFA afin de trouver les meilleures solutions pour la nouvelle ligue et pour le football dans son ensemble. Mais ces deux derniers n'entendent pas cela de cette oreille. La conversation est bloquée et les deux instances somment les joueurs appartenant à ces équipes à revenir à de bons sentiments. Sinon, ils ne prendront plus part aux compétitions organisées par la FIFA. Et quand on parle de FIFA, le championnat d'Europe est en danger, mais aussi la Coupe d'Afrique des Nations, sans oublier la Copa América. Une situation difficile à gérer qui se complique encore plus avec la colère des amoureux du football. Les chefs d'État, les fédérations, les acteurs et même les supporters s'en mêlent et sont tous unanimes, pas de Super League. La pression est énorme et le projet craque finalement ce 20 avril avec le désistement des 3/4 des clubs représentés 2 jours seulement après les gros discours observés. La Super League européenne est renvoyée au calendrier grec et l'assurance de voir Sadio Mané, Mohamed Salah ou même Riyad Mahrez en janvier prochain au Cameroun est totale. Le football semble être vainqueur et l'équité, elle, appliquée. À l'international, on s'intéresse à l'actualité au Tchad. Le maréchal Idriss Déby Itno, président réélu du Tchad, forever, le dit homme fort, l'ancien homme fort du Tchad, a reçu les hommages de tout un peuple, bref, de l'Afrique et du monde, à la place de la nation en N'Djamena, la capitale du pays. Plusieurs délégations ont tenu à participer à ces obsèques officielles et nationales. De grandes têtes également y ont participé, notamment Félix Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo, mais aussi Emmanuel Macron, le président français, qui a tenu à rassurer le peuple tchadien de tout son soutien pour la suite des événements. Entouré des soldats de la garde nationale, le cercueil d'Idriss Déby arrive place de la Nation pour un dernier hommage. Son fils, Mahamat Idriss Déby, nouvel homme fort du pays, s'est recueilli en se mettant au garde à vous. Puis son frère Zakaria, qui co-dirige le cabinet civil à la présidence, a pris la parole. Nous garderons de lui l'image d'un père, d'un frère et d'un dirigeant qui aura mené une vie utile pour tout jusque dans les souffles. Celle d'un président aimant, profondément attaché à son peuple et à son pays. La cérémonie s'est déroulée en présence d'une douzaine de chefs d'État, dont le président français Emmanuel Macron. Paris affiche ainsi son soutien au successeur d'Idriss Déby, dont le pays est le principal allié de la France contre les djihadistes dans la région du Sahel. La France ne laissera jamais personne ne remettre en cause et ne laissera jamais personne menacer la stabilité et l'intégrité du Tchad. Le Tchad est au cœur de la force militaire G5 Sahel. L'emplacement géographique du pays est aussi un carrefour stratégique, avec les combattants venus de Libye au nord et les incursions de Boko Haram au lac Tchad à l'ouest. Mais la page qui se tourne dans l'histoire politique du pays inquiète l'opposition. L'Assemblée nationale a été dissoute et Mahamat Idriss Déby dirige le Conseil militaire de transition, désormais au pouvoir. Nous pensons qu'aux côtés de ces CMT, il faut un collège transitoire et le CMT doit très rapidement ouvrir une consultation nationale. Mahamat Idriss Déby dit vouloir rendre le pouvoir aux civils lors d'élections générales dans 18 mois. Son père, qui était à la tête du Tchad depuis 1990, est mort lundi au front contre des rebelles dans le nord du pays. Les insurgés ont déclaré une trêve le temps des funérailles. Madame, Monsieur, voilà l'essentiel de l'information sur la télévision du monde. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Bonsoir et bon début de week-end à toutes et à tous. À très bientôt. Au revoir. Tout le monde sait que Katio est comme un fidèle chronique. Alors qu'est-ce qu'il va faire? C'est vrai, mais Katio, c'est un homme. Et c'est normal, pardon. Attends, tu es sérieuse?